Bonsoir à tous et à toutes, amoureux du 3 sur 7. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Le 3 sur 7, c'est votre lucarne dédiée où on parle vrai, on parle bien dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on plongera dans deux thématiques qui touchent de près les familles, les jeunes et les moins jeunes. Premièrement, dans la rubrique « Ça nous intéresse », les réseaux sociaux et leur impact sur la jeunesse. Instagram, Snapchat, TikTok, les jeunes y passent des heures, mais au fond, est-ce que cela change leur manière de se voir, de penser ou de vivre? Est-ce un outil d'expression ou un piège à like? Puis on retrouvera Madame Odile Pohan, psychopédagogue, avec elle on s'intéressera à la gestion des émotions chez les enfants au bas âge. Notre conducteur est en quelque sorte déroulé. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on démarre maintenant. De retour sur le plateau, bienvenue dans le 3 sur 7. Je suis en compagnie de mes princesses, mes reines, que dis-je? Bonsoir, mes belles dames. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Hein. Vous êtes magnifiques, vous irradiez sur ce plateau. Merci. J'aime bien cette couleur, c'est quoi? En rouge vin? Ouais, on pourrait le dire. Ouais, rouge rubis. Non, il y a le rouge vin, il y a le rouge bordeaux, il y a le rouge rubis. Ce sont des déclinaisons de rouge. Il y a le rouge vermillon. Tu sais, nous, on a fait les arts plastiques. Hein. Donc, on connaît tout ce qui est ordre chromatique. Bah là, toi, tu portes... on a un mélange de rouge vin, de rouge bordeaux. Voilà. Et puis, dans le fond, on retrouve du bleu ciel. C'est bon? C'est bon. Oui, oui, oui. Elle était première en art plastique. Ah non, par contre, je ne sais même pas dessiner. Alors, ma belle Fabelle, comment tu vas? Oui, ça va, Francis. Tu es magnifique. J'aime beaucoup cet orangé sur tes yeux. Voilà, c'est un match parfait avec ton teint, cette peau de pêche que tu as. Aujourd'hui, je suis d'humeur à faire des éloges, donc profitez. Voilà. Ça va? Avec toi, on a une chronique. Oui. Tu nous parleras de quoi? D'Alice au pays des merveilles. Fabelle! Mais la dernière fois, tu m'as dit de venir avec une chronique chic, plus contente. C'est chic, c'est la joie. Alice au pays des merveilles, comment? Avec toi, c'est quand on partit au pays du Baouin, au pays du Kaklou, au pays de Lokosoukoué, à quoi? Ah, Alice au pays des merveilles. Ah. Et toi, ma belle Nicole, ça a été la semaine, ça va, tout se passe bien? Ça va, ça va. La famille? Tout le monde va bien. Il y a pas un peu d'acassa à la maison là-bas pour Reste moi. tranquille. Toujours, tu dis, je fais exprès de parler ça sur le plateau. Quand tu dis, reste tranquille là. Non. Quand tu fais exprès pour venir aux téléspectateurs pour dire que je n'avais pas. C'est parce que je suis fatiguée de te demander. Mais quand tu fais ça là, ils vont se dire qu'à la fin tu me donnes. Elle me donne pas. Ça fait au moins 3 mois. Ne l'écoutez pas. Ok. Là, mais. Aujourd'hui, là, mais elle mandingue. Je suis quittée au Sénégal. Waouh. Oui. On a vu atterrir depuis 8 heures. Sénégal rec. Donc, je fais tout. Un bisou. Nagadef. Waouh, magnifique. C'est très bien. Mais Abigail, t'es pas d'origine sénégalaise par hasard? Tu n'as pas des ascendants? Non, mais ancêtres. Avant. C'est bon. J'avais le sens. On va faire mission là, maman. Toi, une vieille maouka comme ça, mes ancêtres. Voilà, c'est la bonne humeur. Le ton est donné sur le plateau. On va sans plus tarder pour notre rubrique. Ça nous intéresse. Nous sommes de retour sur le plateau et aujourd'hui, dans Ça nous intéresse, on parle de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Abigail, Fabelle et Nicole, voilà, sont sur ce plateau et ensemble, on va en
parler. Voilà. Alors, les filles, vous êtes très réseaux sociaux, non? Oui, bien sûr. Après, toi, tu es digital. C'est ça. Comment ça s'appelle déjà? Community Manager. manager. Bien sûr. Community manager. Toi, tu fais quoi? Toi, tu es dans le digital aussi? Oui, je suis dans le digital, mais j'utilise les réseaux plus pour la vente en ligne, quoi. Voilà. Oh, donc, tu nous dis que tu es commerçante. Oui. On ne fait pas ta publicité ici. Peut-être si tu me donnes un produit, oui. Et toi, Abigail? Toi, Abigail, je ne vais pas parler de réseaux sociaux avec toi parce que j'ai beaucoup d'anecdotes te concernant. C'est maintenant que je m'y mets, Non, en fait. parce que Abigail, souvent sur les réseaux sociaux, souvent on a des pubs, il y a des publications où vous taguez. Si tu as tagué Abigail samedi, elle va te répondre vendredi de la semaine C'est que je prochaine. pas réseau social. Ah non, 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 non. Et là où elle m'étonne, c'est que Abigail, tu la tagues aujourd'hui, elle te répond la semaine d'après. On peut Ou faire parfois ça. au bureau, elle vient, elle me dit, mais tu as vu cette info-là, quand tu regardes, ça date de quelque 2 chose- semaines. Oh là là. Ah Il non. faut que tu changes Oui, ça. oui, 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 oui. j'ai commencé à Nous m'y sommes, mettre, en nous fait. sommes à l'ère du numérique. En fait. Franchement, On peut rien franchement. faire sans les réseaux D'accord. Aujourd'hui, aller en banque, tout ça, c'est le numérique. Bref, 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 bref. Alors, ma première question, les filles. Alors, pour vous, pourquoi les réseaux sociaux occupent autant de place dans la vie des jeunes aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, en fait, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux. D'accord. La jeunesse, les réseaux sociaux, pardon, occupent une place de choix dans la vie de la jeunesse, en ce sens que les réseaux sociaux nous permettent en fait de nous divertir, de nous informer, et puis pourquoi pas de vendre. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus On peut facile. tout faire, en fait. Voilà, c'est un peu plus facile de faire ses achats. Mais est-ce que, selon toi, Fabel, est-ce que c'est juste un besoin ou c'est juste par effet de mode, selon toi? Francine, selon moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un besoin. Franchement, c'est une nécessité. D'accord. Pour nous, cette génération 2.0, comme on le dit, c'est vraiment une nécessité parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu peux t'exprimer, tu peux même rester en contact avec des amis qui sont dans d'autres pays. En fait, tu peux te faire même plein d'amis, une famille virtuelle, si on peut le dire ainsi. Du coup, pour moi, c'est très important les réseaux sociaux dans notre génération de maintenant. D'accord. Fabel, tu as parlé, et j'ai retenu un mot dans tout ce que tu as dit. J'ai tout retenu, mais un mot attire particulièrement mon attention, le mot virtuel. Abigail, quand on parle de quelque chose qui est virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cet esprit, je veux dire, d'irréel, éphémère, en fait, dans cette histoire de réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes? Voilà. Les réseaux sociaux, c'est le virtuel en fait. Voilà, c'est tout ce qui Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? Voilà, Si, ma question c'est ça. voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un danger derrière ce virtuel-là? Effectivement, il y a un danger, il y a des avantages, mais en toute chose, il y a des inconvénients. Et aujourd'hui, on se cache derrière les réseaux sociaux pour porter atteinte à certaines personnes, malheureusement. Voilà, grâce aux réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont animées d'un mauvais esprit, qui font du mal, qui attaquent l'intégrité des personnes, qui volent, qui détruisent même des carrières et des vies. Parce qu'il y a le harcèlement, il y a cet effet de mode là qui pousse les jeunes. Que les gens n'ont plus vraiment de limites, en fait. De limites, en fait. Voilà. On est dans l'extrême, en fait. C'est-à-dire juste un commentaire sous une vidéo que tu as fait avec une bonne intention, mais qui est mal perçu par celui qui est derrière son écran. Il se permet de te juger, de te flinguer, de te descendre, de te casser. Et il arrive des personnes qui perdent l'estime d'elles-mêmes juste à cause des commentaires, des mauvais commentaires, en fait. Des réseaux sociaux. D'accord, mais nous, en tant que chrétiens, voilà, malheureusement, on n'a pas vraiment assez de temps pour cette rubrique, mais ma question, en tant que chrétien, est-ce que vous pensez que Dieu a sa place dans tout ça? Bah oui. Ah bon? Et comment, en fait? Est-ce que vous pensez, selon vous, les réseaux sociaux qui ont été créés, que c'est pas seulement que Snapchat ou encore TikTok, on a quand même des réseaux sociaux qui ramènent, qui aident parfois, LinkedIn et tout. Voilà, Twitter et tout, pour pas faire forcément de publicité. Mais est-ce que selon vous, Dieu a sa place? Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on pouvait, voilà, Dieu faisait beaucoup. Mais est-ce que Dieu a sa place dans tout ça? Est-ce que selon vous, ça vient de Dieu? Oui, je peux rapidement, en 30 secondes. Moi, j'ai écouté la prédication d'un homme de Dieu qui disait que les réseaux sociaux sont des populations. Voilà, des populations, on peut gagner ces personnes-là à Christ. Donc, moi, j'ai ouvert mon compte sur TikTok qui me permet d'évangéliser à ma manière
les personnes qui sont sur TikTok. Donc, je veux dire que Dieu a sa place partout. Autant on ne peut pas prendre un micro, aller dans la rue, évangéliser, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu peux, au travers de ton réseau social, gagner des âmes à Christ. Moi, je fais pour. Voilà. D'accord. Vous, par exemple, est-ce que vous avez des personnes autour de vous d'un certain âge qui sont jeunes, mais qui sont vraiment influencées par les réseaux sociaux à ce jour? Oui, Fonceline, moi je connais quelqu'un qui effectivement est beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Et cette personne utilise les réseaux, mais pas à bon escient selon moi. En tant que chrétienne, je me dis qu'elle peut utiliser ses vidéos pour impacter. Mais elle, malheureusement, elle utilise ça à des effets de distraction. Et tu la verras en train de faire beaucoup de snaps dessus. Et en fait, ce sont des vidéos qui ont l'air provocatrices, genre à la limite, quoi. Après, je sais que la pensée derrière, c'est pas ça, vu qu'elle est chrétienne, mais ça laisse paraître parce que justement, elle veut faire comme les autres sur les réseaux pour avoir des likes. D'accord, effectivement, c'est ce que je disais dans mon introduction, un piège à like. On a forcément envie, pour moi, c'est un moyen où les gens ont envie forcément de se sentir aimés, de se sentir appréciés. Mais si je recherche une certaine appréciation dans quelque chose qui est virtuel, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas fait au niveau de la famille. Alors, selon vous, est-ce que les parents, la famille a un rôle à jouer au niveau de ces jeunes-là? Effectivement. Oui. D'accord. Selon vous, ma question elle a deux volets. Pour vous, quel est l'âge requis pour avoir accès aux réseaux sociaux en tant que jeune? Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants de 7 ans. Souvent, quand tu vas sur TikTok, tu as des enfants de 5 ans. Mais même, il y a des mamans même qui ouvrent des comptes. Qui ouvrent des comptes, voilà. Moi, personnellement, je dirais 16 ans. 16 ans. 16 ans quand je regarde en fait l'évolution du monde aujourd'hui, je pourrais dire 16 ans. Parce que je suppose qu'à cet âge-là, l'enfant connaît un peu ce qui est bien du mal. Et puis, avec aussi, vu que nous sommes chrétiens, avec les valeurs chrétiennes, en fait, qu'on aura inculquées à cet enfant en question, je pense que on pourra le suivre, en fait. Et 16 ans, ce n'est pas pour dire que la personne a la liberté. Non, je continue de le suivre. Il y a quand même des restrictions. Mais, voilà, à partir de 16 ans, c'est... Abigail, une question pour toi, vu que tu es maman. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas sur les réseaux sociaux, que tu vois par exemple, des choses qui sont toxiques ou négatives? Ça pourrait être du harcèlement, des moqueries, des fake news. En tant que chrétienne, quel est le rôle que tu joues? En tant que chrétienne, en tant que maman, déjà, on est choqués parce qu'on vit ça au quotidien. Voilà, les vidéos choquantes, les vidéos qui font peur et autres. Et j'essaie d'en parler dans mes vidéos que je fais, de sensibiliser les parents, attirer leur attention sur ces phénomènes, ces dangers que courent nos enfants à travers les réseaux sociaux. D'accord. Bon, on termine sur cette dernière question. Il y a pas mal de choses à dire, mais on va laisser le débat continuer chez nos téléspectateurs. Vous avez la possibilité de réagir sur notre page Facebook Miracle TV+. Voilà, et puis vous pouvez aussi continuer la discussion chez vous. Mais est-ce que pour vous, il est possible de garder un équilibre entre le monde virtuel et le monde réel? Si. D'accord. Il faut s'imposer des limites, en fait. S'imposer des limites. Pour toi, c'est s'imposer des limites. Et toi? Je dirais pareil aussi. Et toi? Moi, je dirais, c'est de savoir que Facebook, ce n'est pas un bouquin. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un bouquin. On ne met pas tout ce qu'on veut dessus. D'accord, c'est bien dit. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette rubrique. La Bible est claire là-dessus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les réseaux sociaux ont c'est une dualité, voilà, selon moi, ont leur côté avantageux et ont aussi leurs inconvénients. Il faut juste savoir faire la part des choses tout en étant guidé par le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, la discute continue chez vous. Nous, on passe à une autre étape de notre émission. Et cette fois-ci, c'est Fabel Ouattara qui s'y colle avec la chronique. Je suis Fabel Ouattara et nous parlons du syndrome d'Alice au pays des merveilles. Alors, il s'agit d'un trouble qui affecte la neurologie, qui altère profondément la perception visuelle, auditive et spatiale. Les objets semblent se déformer, le temps s'accélère, paraît des fois plus court. Et cette maladie touche les personnes qui sont atteintes d'épilepsie ou qui ont des relations avec des migraines fortes ou même qui utilisent des médicaments à valeur hallucinogène. Le cerveau déboussolé projette une réalité transformée, parfois féerique. Un nom poétique pour une maladie aussi rare.
qui nous laisse penser que notre perception de la vie dépend surtout de nos neurones. Voilà. Vraiment, notre perception de la vie dépend de nos neurones. C'est-à-dire que ce que tu décides de voir, ça vient de là, en fait. Ça, en fait, Ok. La maladie, le syndrome de Alice au pays des merveilles. Bah, donc, tu nous as parlé du syndrome d'Alice au pays. Franchement, moi, quand tu as dit syndrome d'Alice au pays des merveilles, parce que pour avoir regardé le dessin animé maintenant, peut-être tu vas nous parler des chocolats, des bonbons et tout. Mais tu veux nous parler des choses, tu es là et puis tu vois les choses grandissent, les choses deviennent petites. Franchement, je n'ai jamais été confrontée à ça. Moi aussi, je n'ai jamais été. Vraiment. J'aimerais bien que mon compte en banque, ça agit sur l'argent, ça. Si mon argent pouvait grandir. À l'intérieur, c'est pas une réalité. Ouais, mais au moins, tu sais, même quand à l'intérieur, je te parle de psychologie, lorsqu'à l'intérieur, tu visualises une richesse, assurément, elle deviendra. Donc, donc je veux, voilà, vraiment. En tout cas, merci. J'ai envie de t'appeler Docteur Fabel, parce que tu nous reviens à chaque fois avec des choses rares. Oh là là, Fabel, s'il te plaît, ramène-nous des bonbons la prochaine fois, du chocolat, je sais pas, ramène-nous du chocolat aussi. On est fatigué des maladies, maman. Bientôt, on parlera de l'accouplement des dinosaures. Elle est capable. Mais attends, pourquoi toi? Ok, laisse tomber. Ok, d'accord. Tu nous parleras peut-être des dinosaures? Non, pas des Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses des recherches, par exemple, sur les hommes de Cro-Magnon. Ah, ok. Ouais. Ou encore le paléolithique, le néolithique. Ouais, la pierre taillée. La pierre polie. Tu pourrais même nous ramener peut-être Soundiata Keita. Ça, ok. Par contre, moi, je peux vous expliquer. On va finir bientôt l'émission, mais un jour, je vais vous raconter l'histoire de Jésus. Comment ça s'est passé, comment Judas l'a trahi, tout ça là. Aïe! Si elle t'explique ce qu'elle était là-bas, je sais de quoi elle te parle. C'est une épopée, elle te raconte. On parle de maman Wanda. Forcément. Aïe, affaire de Judas. Affaire de Judas là, c'était lourd. C'était lourd. On était étonnés même que le monsieur même ait vendu le monsieur pour 30 pièces d'argent. Ça fait combien? On te dit, on te donne, t'en vends ton frère. C'est ce que je vais vous expliquer la prochaine fois. Merci Fabel pour cette rubrique. Là, on va recevoir notre invité, Abigail. Comment tu arrives à gérer les émotions de ton fils? Ça t'arrive souvent? Oui, on gère à l'africaine. On gère à l'africaine. Ok, donc on va ramener sur le plateau Madame Pohan Odile, psychopédagogue, afin qu'elle puisse éclairer notre lanterne, à ce qui m'emmène à vouloir chanter. Éclaire ma voix, car je ne sais pas comment marcher. Jésus, prends ma main, Seigneur, prends ma main, Jésus, prends ma main, dans le fond. On termine. Prends ma main et conduis-moi dans les vrais pâturages. Prends ma main et conduis-moi. À tout de suite. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Mirac TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.mirac-tvplus.com. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission et notre invité du jour nous a rejoint. Il s'agit de Madame Odile Pohan, psychopédagogue. On la reçoit avec des acclamations.
Bonsoir, Madame Pohan. Bonsoir à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Hein. Oui, le plaisir est partagé. Je me sens bien avec vous également. Voilà, donc vous avez en face de vous Nicole Akouvi et Abigail Bamba. Voilà, donc nous aurons 25 minutes qui, je trouve, ne sont pas assez. Oui, parce qu'avec Madame Pohan, il est clair que nous aurons beaucoup d'informations ici en plateau, mais aussi chez vous, chers téléspectateurs. Donc, il faut qu'on essaie de voir avec la production pour qu'on puisse nous augmenter un peu les minutes, n'est-ce pas? Alors, Madame Pohan, aujourd'hui, on parle de la gestion des émotions chez les enfants au bas âge. D'accord? Oui. Alors, moi, déjà, c'est ce que j'ai envie de vous demander. Alors, quels sont, on va dire, les grands jalons émotionnels dans le développement de l'enfant entre 0 et 10 ans? Ben, je pense qu'il y aura 3. Vous voyez qu'il y aura la première enfance. Ça veut dire la première année où l'enfant va ressentir des choses, être incapable de les dire. Il appartient aux parents de regarder cet enfant, de l'observer, de voir ses colères dans les cris, ses joies dans le sourire et puis sa tristesse quand il n'y a rien. Mais il faut que le parent parle des émotions, même au bébé. Parce que je regarde mon enfant et puis je dis, tu pleures parce que maman est en train de sortir? Même si l'enfant apprend par imprégnation. Donc, à force d'entendre, tu pleures, tu es triste, tu es joyeux, je parle à l'enfant. Il n'y a pas un âge typique. Mais de 0 jusqu'à 1 an, le parent regarde l'émotion de l'enfant et il en parle. Maintenant où l'enfant même va rentrer en action, c'est à partir de 14 mois jusqu'à 2 ou 3 ans. On appelle généralement l'âge du non. L'enfant prend conscience de soi. Il sent il a une personnalité à part par rapport à sa mère. Parce que cette mère, quand elle lui parle et puis il dit non, elle est fâchée. Donc là, l'enfant commence à réagir, à dire non, à crier par ses actes, on voit. Par rapport au bébé qui était dans le berceau et par ses cris et autres. Mais là, c'est par l'action. Il va jeter des choses, il va mordre les gens, il va poser, il sera joyeux, il va rire quand il réussit quelque chose. Donc là, et à partir de 7 ans, vous voyez, on parle un peu de l'âge de raison, où l'enfant lui-même, il commence à comprendre des choses et on l'aide. Donc, avant 5 ans, l'enfant n'est pas capable lui-même de gérer des émotions. Il a besoin du parent pour l'aider. Mais si cette partie est bien faite, vous allez comprendre que l'enfant pourra chaque fois comprendre quelle est l'émotion qu'il traverse. Alors c'est important parce que quand on vous dit que l'émotion c'est une réaction intense par rapport à une situation qu'on n'a pas vu, qu'on vient une nouvelle situation, elle est de courte durée, même parfois elle peut aller, voilà. Donc c'est important. Surtout ce sujet nous montre qu'on reconnaît à l'enfant une personnalité. Parce que des fois, on lui dénie même le fait d'être en colère, le fait d'être triste, on lui dénie beaucoup de choses. Donc parler de l'émotion des enfants, ça va pouvoir donner aux parents un rôle d'accompagnateur dans cette situation. Et puis après, maintenant, on s'en va vers un peu la puberté, et de 7 à 10 ans. C'est quelqu'un qui peut toujours, dans la compréhension, nommer et identifier, mettre en nom voilà, ce qu'il ressent, mettre des mots sur ce qu'il ressent. D'accord, Madame Pohan. Avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect dont que vous avez évoqué. Vous avez dit qu'à partir, on va dire, de 3 ans jusqu'à à partir de, on va dire, 15 mois, voilà, l'enfant commence à, on va dire, nommer, si je peux dire ainsi, ses émotions. Mais avant cet âge-là, est-ce qu'on peut appeler ça des émotions chez l'enfant? Tout ce qu'il ressent. On vous dit l'enfant qui rit, c'est une émotion de joie. Le bébé, à partir de 4 mois et autres, vous commencez à voir, c'est avant 4 mois qu'on identifie à la mère. Mais je vais dire, le bébé, il sourit, il pleure. Donc, parfois, il est en colère, il crie. Donc, déjà, c'est des réactions. En plus, on vous dit c'est une réaction. Et qui est interne, peut-être qu'il ne réfléchit pas à la réaction, mais le comportement est observable. Les cris, les pleurs, les griffes parfois des gens, on parle des émotions.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé du fait que les parents souvent parlent à l'enfant et tout, vous avez parlé de l'imprégnation et tout. Alors, est-ce que le langage influence la gestion des émotions chez les enfants? Vraiment, je voudrais, avant de continuer, parler aux parents. Cette émission va aider des parents à respecter le vécu d'un enfant, à voir que le parent est quelqu'un qui peut agir sur l'adulte de demain à travers la gestion, bonne ou mauvaise, des émotions. Ici, le parent lui-même, avant de gérer pour l'enfant, qui est-il? Est-ce que c'est un parent qui crie? Est-ce que c'est un parent colérique? Ah, mais toi, tu me fatigues, c'est quel enfant ça? Mais l'enfant voit mon visage. L'enfant sent en moi peut-être cette peur, je crée en lui peut-être une peur au fur et à mesure. Donc, le parent lui-même doit apprendre à gérer ses émotions face à un enfant. Parce que quand vous prenez l'anxiété, il y a des émotions négatives qu'on transmet à l'enfant. À force de dire à un enfant, ah, si tu vas dehors, ça va faire ça. C'est comme si je créais de manière inconsciente ou consciente la peur chez l'enfant. Mais le parent doit être un parent posé, un parent calme face à un enfant. Et l'enfant va, le corps se corrompt aux habitudes, l'enfant va voir le parent qui lui parle de manière apaisée, le parent qui est tranquille, le parent qui comprend, à l'inverse du parent qui a le visage, qui crie. Donc, je vais dire aux parents que les émotions vont venir, mais ce qui va s'installer en l'enfant, comme plus tard sa personnalité, tout cela va dépendre de comment le parent accepte, laisser vivre et exprimer les émotions d'un enfant. Et ça, c'est important. Et on revient maintenant à votre... Parce que l'éducateur doit être... Et on éduque par le modèle. J'ai dit à un enfant, n'écris pas. Et puis moi-même, j'écris. Ouais. C'est paradoxal. Voilà. Madame, pendant que vous parlez, j'ai envie de vous poser cette question. Non, mais elle n'a pas fini. C'est Oui, en fait, elle parlait à cette... elle n'a pas répondu maintenant, encore. C'est maintenant qu'elle va y répondre. répondre. Parce qu'elle parlait déjà aux parents sur comment déjà procéder. Et puis, allez-y, Maintenant, madame. j'écoute votre question. Oui, je disais en fait, à quel moment est-ce que le langage influence la gestion des émotions? Ben, vous savez, quand l'enfant commence à pouvoir parler et qu'on lui demande, au moment où il sait, parce que 2 ans, il y a des acquisitions majeures, il y a la marche et il y a la parole. Vous savez, par la parole, l'enfant exprime. Quand on lui dit, pourquoi tu pleures? Il m'a frappé, il m'a frappé, il m'a fait ça. Donc, c'est une période où l'enfant va mettre des mots sur la conséquence émotionnelle qu'il nous présente. Et donc, ça, c'est important de le savoir. Et surtout, que l'enfant puisse identifier. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce qu'il faut connaître la cause. Généralement, les gens ne regardent que la conséquence. L'enfant la pleure trop. L'enfant est toujours temps. Mais qu'est-ce qui emmène cette colère-là? Si vous n'identifiez pas la cause, vous ne pourrez pas l'aider à gérer convenablement. Vous voyez qu'on dit de ne pas étouffer. On ne peut pas dénier à l'enfant d'avoir des émotions qu'elles vous paraissent positives ou négatives, mais il aura exprimé quelque chose. Donc, il est important que l'enfant puisse montrer par des mots. Donc, il faut toujours, face à une situation, laisser la tempête passer. Au moment où l'enfant crie, vous aussi vous criez. Non, je l'amène, je fais des câlins. C'est pas une affaire de blanc. Quand il y a la tempête, on laisse passer la tempête. L'enfant est là, il crie, il va dans tous les sens parce qu'il a mal. Vous savez que l'enfant, parce qu'il n'est pas encore dans une intelligence qui fait des hypothèses pour dire ça c'est bien ou c'est pas bien. Donc l'enfant, il réagit et c'est son comportement qui te montre qu'il a mal ou qu'il est content. Donc ici, comprendre et l'appeler. Tout de suite, là, calme-toi, calme-toi. Et maintenant, parce que moi aussi, je suis calme. Donc, vous voyez que je veux que les parents montrent que tout ce qu'on est en train de faire, il y va. Je suis calme. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Donc, je veux savoir. Et comment on appelle ça? Quand tu es fâché, tu es en colère. Chaque fois que l'enfant a une émotion, je la nomme pour que l'enfant retienne ça. Quand tu n'as pas... Bon, il y a la jalousie. Quand je suis avec le bébé, que l'enfant vient pousser. Tu sais comment on appelle ça? Tu es jaloux. Donc, l'enfant voit que l'émotion de jalousie, ça c'est une émotion complexe. Sinon, il y a les émotions primaires dès le départ. Et au fur et à mesure, culpabilité. On t'a dit de ne pas dessiner sur le mur. Tu as dessiné. Est-ce que c'est bien? L'enfant va baisser la tête. Tu as vu, non? Donc, tu culpabilises. Ou bien, je frappe ma soeur, je vois que je l'ai blessée. Donc, il faut que le parent lui-même connaisse les émotions. Et chaque fois, il les nomme. Donc, j'ai dit, la fois passée, je t'ai dit, quand tu pleures,
Quand tu as peur, et quand tu me serres comme ça, parce qu'il y a un chien, émotion de peur, Donc, vous voyez, ça devient une éducation aux émotions, comme on éduque l'enfant aux autres leçons qu'on apprend dans la vie. Donc, le parent doit comprendre qu'on doit calmer l'enfant, on doit l'amener à mettre des mots sur ça et surtout à amener à gérer. Parce que quand vous ne laissez pas, ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous pour en faire un enfant violent demain. Parce qu'il ne dit pas, donc lui, il règle tout par la force. Donc les enfants violents, les enfants qu'on voit, c'est des enfants à qui on n'a pas donné l'occasion de dire j'ai mal. Parce que quand tu dis j'ai mal, un petit comme toi, ton visage est toujours serré. Un enfant comme toi, quand on te parle, vous pouvez m'insulter, mais donnez-moi le droit aussi d'avoir le visage serré. On ne peut pas insulter quelqu'un et lui demander de rire. Au-delà de ça, excusez-moi si je monopolise la parole, les filles. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas culturel? Parce que généralement, en Afrique, on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. C'est-à-dire, quand on a mal, on n'a pas le droit de l'exprimer. Parfois, ça peut paraître même comme un manque de respect vis-à-vis des aînés. Donc, comment ça se passe? Parce que quelqu'un qui écoute une maman africaine, parce que généralement, ce volet-là est relégué aux mamans. Une maman africaine qui écoute ça va dire, quoi? Madame Pon dit, faut pas crier, faut pas entendre. Généralement, quand on crie ici en Afrique, on a l'impression que c'est ce qui marche. Donc, c'est ce qu'on croit. Non, faites attention. Parlant des émotions, c'est vrai, non, c'est pas seulement face aux parents, face aux autres éléments. C'est vrai que c'est socio-culturel, les comportements. L'environnement a un impact. Mais aujourd'hui, l'enfant va à l'école. On est dans une société d'ouverture de beaucoup de choses. Donc, on explique pour dire aux gens, vos enfants iront fréquenter ailleurs, les enfants vont à l'école. Essayez de leur montrer comment on peut gérer. Maintenant, face à un parent qui me parle, je vais pas crier, je vais pas. Mais face à ses amis, parce qu'il faut en faire un leader. Un enfant à qui on ne montre pas qu'il doit s'affirmer. Alors qu'on est dans une société de la compétition. Si votre enfant n'est pas capable de montrer, vous imaginez, vous partez en entretien. Dans une séance de psychotechnique, une séance psychotechnique. Le manager vous parle, vous avez la tête baissée. Mais on dit, vous êtes fourbe. Ah non, vous devez regarder. Alors qu'en Afrique, on dit, non, on ne fixe pas des aînés. Bon, si toi, tu vas jouer cette africanité-là pour avoir un métier, non, tu n'es pas capable parce qu'on veut voir si tu t'affirmes. Ce que tu dis, tu me regardes dans les yeux et tu le dis. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui vont aller dans cette dimension. Mais il y a également la compréhension, parce qu'il y a trop d'enfants qui ont été brimés, parce qu'on a trouvé impoli. L'enfant dit, viens jouer. Vous dites que je ne t'achète pas. Mais libre à lui de pleurer, puisqu'il est frustré. Non, vous ne pouvez pas lui voler la manifestation. Je vais dire aux parents, mais je suis sur ma position que je ne l'achète pas. C'est pas parce qu'il va pleurer. Donc, l'enfant comprendra que ses pleurs n'ont pas fait changer. Mais j'ai laissé mon enfant faire sortir parce que c'est un ressenti, l'émotion. Maintenant, ça s'exprime de manière physique par les pleurs, par tout ce que je vois à l'extérieur, le battement de cœur, l'enfant qui tremble, l'enfant qui fait ça. Mais au moins, le corps guérit puisque ça sort. C'est ça. Écoute ton corps, il sait te parler plus que tout. D'accord, vas-y. D'accord, Madame Pon, j'aimerais savoir s'il y a des activités, par exemple, qui favorisent l'expression émotionnelle chez l'enfant. Ben, on aime dire à l'enfant, s'il est un enfant qui se fâche beaucoup, quand l'enfant travaille en équipe, c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants les jeux de société, même à la maison. L'enfant, quand il travaille avec les autres, il va tenir compte des autres, même dans sa réaction émotionnelle. Mais si c'est un enfant qui est isolé, qui est toujours là, chaque fois qu'il sera en face des autres, il ne saura pas. C'est pour ça que l'émotion de colère, c'est pas l'émotion de colère qui pose problème. Mais je le regarde, je regarde l'enfant, comment dans sa colère il réagit. Est-ce qu'il mord, est-ce qu'il tape, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je lui dis non, tu as le droit de ne pas être content. Mais c'est la manifestation violente que je n'approuve pas. On peut comprendre sans approuver la manifestation violente. Et donc, je dis à l'enfant, non, quand tu es fâché, tu ne tapes pas. Tu viens dire à maman, ou bien tu dis à ton ami que tu n'es pas content. À force c'est pour ça que même au cours des repas,
La maman peut dire, on va faire des jeux, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui provoque une grande joie. Et chacun dit, moi, quand j'étais jeune, voilà ce qui me donnait de la joie. Et chaque enfant va dire, et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas content? Qu'est-ce qui fait? Et on travaille, chacun va dire, mais est-ce qu'au lieu de manifester comme ça, donc vous pouvez créer chez vous, avec vos enfants, des activités qui vont mettre en lumière les émotions négatives entre griffes, parce qu'une émotion, elle exprime, mais c'est sa manifestation qui est négative. Donc, de tout cela, et pouvoir gérer, c'est la gestion. Parce que, vous voyez, l'animal, lui, il est instinctif. L'homme, il est humain, donc il faut humaniser. Donc, à force de montrer à l'enfant que telle émotion, elle est bonne, la tristesse montre que tu n'es pas content, tout cela, mais ça ne doit pas être dans la durée. Et ça ne doit pas jouer sur les relations interpersonnelles. C'est surtout ça. Quand il y a des réactions qui jouent sur ma santé mentale et autres, et puis la santé relationnelle, comment je me comporte, je ne crie pas, je ne me jette pas par terre. Donc, comprendre cela, ce n'est pas une affaire de seulement, même si elle est socio-affective et socio-culturelle, il faut montrer à l'enfant qu'on peut dompter et bien gérer. Donc, je dis à l'enfant, manifeste que tu n'es pas content, mais pas de manière à blesser, de manière intelligente en faisant ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a le triangle parfois dans et avec ceux de plus de 7 ans et autres. Quand tu n'es pas content, tu vas t'asseoir et puis tu dis, qu'est-ce qui m'a fait? On commence très tôt. Et puis, donc, il y a qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je fais. Vous voyez, il y a la partie où l'enfant va apprendre à réfléchir parce qu'à partir de 7 ans, on sent que c'est un enfant qui est quand même dans l'âge de raison. Pas de raisonnement, mais de raison. De raison. Vous... Une nuance là. Oui, moi je veux savoir encore quelque chose. Si Abby n'a pas une question d'abord. Allez-y. Ok, madame, aujourd'hui on regarde les dessins animés, tout le monde est rentré là-dedans. Ben, je veux dire qu'aujourd'hui avec les enfants, quand ils finissent de regarder, pendant même qu'ils regardent les dessins animés, on voit qu'ils arrivent à faire certains gestes à partir des écrans. Est-ce que cela n'influence-t-il pas la gestion aussi de leurs émotions? Quand ils regardent, ils vivent. C'est pour ça que j'ai dit, écoute ton corps. Ça dit, c'est comme si le corps s'en imprégnait. Et le corps vous parle de ce que l'enfant ressent. Si c'est la joie, vous allez voir, il va mimer. Est-ce que ce qu'il mime là montre la joie? Est-ce que ce qu'il mime montre la tristesse? Est-ce que ce qu'il mime montre la colère et autres? Donc, après, c'est pour ça que le parent aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des enfants d'aujourd'hui, mais il faut parler des parents d'aujourd'hui. Quand l'enfant a fini, que tu l'as vu faire des gestes, mais après tu communiques avec lui, qu'est-ce que tu as retenu? Pourquoi est-ce que je t'ai vu faire ces mouvements? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était bien? Les enfants parlent même à partir de 3, 4 ans, puisqu'ils vont en maternelle. Donc, dis-moi, qu'est-ce que cette émission-là t'a enseigné? L'enfant va parler. Mais est-ce qu'on a le temps d'être présent? Des fois, la télé, c'est pour se débarrasser. Voilà. Ça n'a l'air de rien. Même le téléphone portable, on s'en plaint. Mais qui donne ça aux enfants pour leur dire, laisse-moi en paix, va. L'enfant me dit, maman, j'ai fini. Il dit, non, il faut rester encore. On crée une dépendance. Donc, c'est que l'enfant a regardé. Est-ce que j'ai contrôlé pour voir qu'est-ce qu'il a regardé? Est-ce que c'est un apport? Est-ce que c'est un film de violence? C'est pour ça que vous avez dit qu'on a changé. Aujourd'hui, on met le contrôle parental. Parce que l'enfant a un cerveau et il s'imprègne de ce qu'il voit. C'est pour ça qu'ils ont des héros qui sont des gens qui n'ont pas de... qui n'ont pas de bonne moralité ou bien bon comportement. L'enfant, lui, ne sait pas, c'est le parent qui dit non, c'est un film, fais attention, c'est pour ceux qui sont méchants, pour nous montrer. Mais si je ne lui dis pas, ben, il va regarder ça et puis il peut copier. L'enfant copie le modèle qu'on lui présente. Et donc, quand il y a un adulte, on lui dit attention. Quand vous regardez un film où on s'embrasse, vous voyez les parents qui courent pour prendre la télécommande. Non, ça c'est pour les grands. Quand tu seras grand, tu vas embrasser ta femme. L'enfant est calme. Alors que nous, on était... L'enfant est curieux. Et il rit. Et puis surtout quand ils ont plus de 10 ans, des fois, ils se moquent de vous. C'est des choses qu'ils ont vues sur Internet. Donc, faut pas... Chaque fois qu'il y a une situation, il faut que le parent soit calme pour dire... Est-ce que tu as vu que ce sont des enfants comme toi? Non, maman. Donc ça, c'est quand tu seras grand avec ta femme. Toi, tu as dit pour toi.
L'enfant a vu que tu es calme, tu lui as montré la voie que c'est un couple qui fait ça. D'accord. Madame Bois, comment, dans vos dires, j'ai pu comprendre qu'il y a différents types d'émotions. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à distinguer une réaction émotionnelle, j'ai envie de dire normale, d'un cri de détresse venant de l'enfant? Mais quand l'enfant, émotionnellement, est dans l'excès, parce qu'on parle d'intense, et que je vois que mon fils lui-même, par la colère qui est en lui, est en train de respirer fortement, a des gestes comme s'il allait étouffer ou commence à se battre, c'est comme un cri de détresse, Et donc, et ça, c'est différent d'une simple colère. Donc, il faut voir l'intensité, surtout ici, de la tristesse, l'enfant qui s'enferme dans la maison, qui ne sort pas. Quand c'est tout excès, montre qu'il y a un cri de détresse. Parce qu'on nous dit c'est une réaction spontanée, mais quand cette réaction spontanée joue sur le comportement normal de l'enfant, ce qu'il aimait, ce qu'il ne fait plus, je comprends que c'est un cri de détresse et que ce n'est pas simplement une manifestation d'une simple colère. Et pourquoi? Donc, il appartient à ce parent-là de savoir, alors qu'on dit, s'il ne veut pas manger, il n'a qu'à rester dans la chambre. Vous savez, ce n'est pas la vie à la maison seulement. Moi, je vais dans les écoles. Le harcèlement dans les écoles. Ah non, vous ne pouvez pas savoir comment ils sont méchants entre eux, comment ils se surnomment, comment des élèves vont à l'école, ils ont la tension, mais ils sont stressés de retrouver. Et ce jeune homme qui n'a pas une bonne place au classement, tu vaux rien, tu es un gros patapou, mais et à l'école on dit on ne réagit pas. Donc le cri de détresse va se sentir quand l'émotion que vit mon enfant, l'émotion qui ne lui apporte pas de bien, est dans la durée et que je sens que mon enfant est triste, il vit cela intensement et qu'il n'a plus la joie, l'épanouissement qu'il avait. Et donc je comprends et je dis, mon enfant est en détresse. Si je ne peux pas l'aider, je vais voir des spécialistes. Donc, tout cela pour dire, parce qu'aujourd'hui, quand ils vont arriver, les enfants ont peur des parents. Il faut que les parents soient ouverts. Aujourd'hui, il y a le viol, les attouchements dans les écoles. Mais pourquoi l'enfant ne peut pas venir dire à un parent que j'ai une souffrance à l'école? Mais parce qu'on a dit, tu allais faire quoi? C'est faux. Des fois, l'enfant exprime et on ne croit pas. Donc, l'enfant vit, même dans les maisons. Il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Quand il dit, mais pourquoi tu n'as pas dit? Que quand je dis, on dit que moi, je mange sur les gens. Surtout que si la personne qui fait ça, c'est elle qui s'occupe de la maison. Donc, je vais dire que le cri de détresse se voit quand l'enfant va maigrir, quand l'enfant ne va pas avoir l'appétit, quand il y a des symptômes profonds qui vont montrer que non, ce n'était pas une simple colère, une simple tristesse, mais la durée, l'intensité et surtout le vécu de l'enfant. On me permet de voir ça. D'accord. Ok. Bon, tu veux je pose une question. Que... Est-ce que les émotions sont génétiques? Parce qu'il y a des parents qui sont très colériques et par moments, quand on voit un enfant exprimer peut-être sa colère, on dit l'enfant exprime sa colère comme son père, comme sa mère. Ou bien quand c'est une personne qui est tout le temps joyeuse, ah oui, sa maman était très joyeuse. Est-ce que c'est génétique? Je veux dire, toute chose, il y a une prédisposition. Maintenant, si dans l'environnement, le vécu de l'enfant ne rencontre pas des choses qui vont l'amener à manifester ce qui, de base, est une prédisposition. Parce que si la mère est colérique, qu'elle m'élève, elle va m'élever dans l'environnement colérique de sa mère. Donc, on dit telle mère, telle fille. Mais si, on a vu que quand des gens sont sortis de ces milieux toxiques, parfois, mais ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas manifesté ce genre de tempérament. Donc, le pourcentage de l'environnement, du vécu, des personnes avec lesquelles l'enfant est, va jouer un rôle, même si les prédispositions génétiques sont favorables à ça. D'accord. Parlons maintenant du rôle des parents à proprement parler. Alors, quelles sont les erreurs, concrètement, quelles sont les erreurs que les parents commettent dans la gestion des émotions chez leurs enfants? Merci, parce que je suis triste, parce que quand vous voyez les parents et les enfants, on oublie que nous-mêmes, on a été aussi des enfants, on a grandi et qu'on reprochait à nos parents de ne pas respecter ce qu'on ressent. Parce que quand on parle des émotions, il y a le ressenti. Ça commence déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait
avant que je ne manifeste. Mais quand tu manifestes, on te catalogue, on trouve des thèmes. Donc, c'est comme si le parent dénie à l'enfant tout ce qui est émotion qui ne va pas dans le simple sens de la joie, du contentement. Non. Quand ça va dans l'endroit où le parent a l'impression que l'émotion que l'enfant manifeste est comme un message pour lui dire « je ne suis pas content de toi, parce que si je suis en colère, si je suis triste, que je me mets à l'écart, si je suis frustré, si j'ai du dégoût », le parent va ressentir ça comme un affront. Un affront. Donc, l'enfant va grandir en étouffant, en n'étant pas vrai à la maison. C'est pour ça que quand on les appelle à l'école pour dire que ton enfant a fait ça, on dit « mais à la maison, il n'est pas comme ça ». Donc, l'émotion de l'enfant n'est pas contre le parent, ne va pas à l'encontre du parent. Il est une manifestation, c'est une manifestation de mon vécu et de mon ressenti pour dire que voilà, face à telle situation, je suis dans tel état. Donc, l'erreur, c'est surtout ça. On dénie à l'enfant, on ne comprend pas, on le frappe parfois même. Parce que moi, je dis, je ne te donne pas ça, tu sais ta figure. Non, je voudrais dire aux parents, on éduque pour être quitté. Donc, si vous ne laissez pas un enfant être vrai, vivre ce qu'il ressent, pour que demain, dehors, il puisse montrer, s'affirmer. Quand il n'est pas content, quand il est temps, il affirme. Il est vrai dans une société de plus en plus difficile dans la gestion. Et le parent ne sait pas qu'il transmet son stress, l'anxiété à l'enfant. D'accord. Et parlons maintenant des outils, des techniques pour gérer les émotions des enfants. Qu'est-ce que vous recommandez en tant que psychopédagogue? Ben, déjà, quand c'est positif, vous avez tout excès nu. Hein. Des fois, il y a des parents même qui finissent par dire à leur enfant, on dirait que tu es bête. Puisque l'enfant sait que tu aimes la joie. Donc, dans toute chose, même une chose qui ne fait pas rire, l'enfant est tout le temps. C'est comme s'il voulait se faire aimer. Donc, même si on dit toi-même, tu as entendu quoi, et puis tu ris. Donc, faites attention à ne pas montrer à l'enfant qu'il y a une seule émotion, celle qui est positive et dans laquelle il faut être non. Maintenant, quand vous sentez que votre enfant est quelqu'un qui est hypersensible beaucoup, il faut surtout, je l'ai dit, parler à l'enfant. Il faut dire les émotions qui existent. Il faut normaliser. Il faut montrer à un enfant fâché que c'est normal. Que ça montre que tu es quelqu'un. Il faut parler à l'enfant pour que l'enfant ait confiance en lui et qu'il l'exprime. Donc, dans les techniques, c'est pour ça que chaque fois, il faut lui demander qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu aurais réagi? Pourquoi tu réagis avec colère? Est-ce que tu penses que... Donc, des exercices comme ça. Et surtout, la respiration. Quand ton enfant est très fâché que vous êtes là, c'est de dire, il n'a qu'à imaginer comme une bougie et puis, il éteint. Donc, il fait sortir sa colère. Je parle de ceux qui sont tristes. Et surtout, le faire sortir. Pour les enfants tristes, il faut les emmener à la joie. Il faut voir leurs besoins. Parce que le parent, Madame Pouan, va dire, bon, elle dit, non. Il faut éviter surtout d'imposer une face. C'est l'enfant qui va dire, voilà ce qui, quand je suis fâchée là, voilà ce que j'ai envie de faire pour être content. Donc, l'enfant va apprendre à écrire ce qui va guérir son besoin quand il est fâché, si c'est sortir avec lui, son besoin quand il est frustré, son besoin. L'enfant, quand il peut écrire à partir de 7 mois, ou bien il peut parler, ouais, maintenant que tu es fâché, que tu as éteint la bougie, comment tu te sens? Quand tu es fâché, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? L'enfant ressort les symptômes. Mon cœur bat vite, donc tu vois que ta santé. Et puis, tu parles mal aux gens, donc ça gâte ta camaraderie. Donc, vous voyez, on lui montre. Il va à l'école depuis la maternelle, donc c'est des choses qu'on peut dire pour que l'enfant puisse voir que quand je ne suis pas content, on ne mord pas, on ne frappe pas, on n'insulte pas. Vous vous imaginez un enfant qui commence comme ça, il va grandir en reproduisant cela. Il est apaisé et surtout il est équilibré émotionnellement. Et donc les exercices respiratoires, l'emmener faire du sport, le faire sortir. Et chaque fois qu'on revient, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et comprendre que quand on aime, amener un enfant à s'aimer. Quand l'enfant s'aime, il ne se fâche pas pour n'importe quoi. Mais quand on est toujours en train de le dévaloriser, c'est un enfant qui devient sensible et toute chose le blesse facilement.
Donc, voilà des techniques à faire. La respiration, demander à l'enfant de quoi, qu'est-ce qui peut apaiser l'émotion de colère, de frustration, de dégoût, de tristesse, de mépris, de culpabilité. Et surtout, éviter surtout de trop culpabiliser l'enfant. Vous savez, il a fait quelque chose, on a dit, tu n'as pas honte. Un grand gaillard comme ça, il pisse au lit. On va faire, quand les gens vont venir à la maison, on va, non. Parce que vous voyez que même un enfant de 2 ans, quand vous lui faites quelque chose, il va dans son coin. Donc, il commence déjà à sentir la gêne. Et la jalousie, elle est normale. Ceux qui nous écoutent là. La jalousie veut dire, je vais être ta préférée, je vais... Donc, l'enfant jaloux va être la préférée. Mais c'est la manifestation, le complexe de Caïn, où je peux venir serrer le cou du bébé qui est arrivé, je vais étouffer, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, comment je vais, dans cette émotion de jalousie, satisfaire le besoin de l'autre qui se sent écarté. Parce qu'on comprend les parents, hein, quand il y a un enfant qui naît, toi tu es grand maintenant. Est-ce qu'amour, là, il y a grand? Même à notre âge, on veut être aimé. Donc, on ne peut pas dire à un enfant. On veut être aimé. Que, non, c'est bon, maintenant tu as été aimé à 7 ans, à 7 ans. Non. Donc, même l'adolescent, donc, il faut identifier, surtout identifier avec votre enfant quelle est l'émotion qu'il a en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en lui? Et comment il veut qu'on l'aide à guérir? De quoi il a besoin? C'est lui qui dit ses besoins. L'enfant est là, tu dis, viens m'accompagner chez mon ami. Est-ce qu'il dit, l'envie d'aller là-bas? Les parents imposent son besoin. Donc, vous voyez, si on comprend qu'un enfant peut ressentir la joie, la tristesse, tout ça, quelle est la cause? Et chercher cette cause-là. Si tu éteins la cause, l'enfant va se sentir bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler sur un enfant. Non, de temps en temps, parler à un enfant. Mais il faut parler avec, plusieurs fois. Le plus grand temps, il faut parler avec. Franceline, dans le même contexte là, juste 1 minute, un cas pratique. Moi, j'ai mon petit garçon, les matins, c'est difficile le réveil. Il n'a pas encore intégré qu'il doit se réveiller une certaine heure, s'apprêter puis partir à l'école. Alors, puisque c'est répété, en fait, moi, je me fâche parce que je me dis quand même, arriver à un certain moment au milieu de l'année scolaire, tu dois avoir cette habitude de te réveiller à une certaine heure, prendre ta douche et puis partir. Mais chaque matin, c'est la même chose. Et là, moi, je sors, je me fâche et je le crie là-dessus. Et ben, au moins, il se fâche. Il prend pas le petit déjeuner, il s'en va. Comment est-ce qu'une mère réagit face à ça? On réagit comme on a fait avec Faye et puis les éléphants. Quand une stratégie ne marche pas, on change l'entraîneur. Mais comme on ne peut pas changer la maman, on va changer la stratégie. D'accord. Ici, je me fâche, je fais tout ça, ça ne marche pas. Est-ce que je sais si l'enfant a envie d'aller à l'école? Je sais qu'il n'a pas envie d'aller à l'école. Vous voyez? Donc, ce n'est pas... ce comportement-là vous montre, c'est un message codé. Donc, je dois amener cet enfant-là à aimer l'école. Voilà la stratégie. À comprendre, quand je sais que ça te fatigue, mais mon fils, tu sais pourquoi tu dois aller à l'école, tu dois faire ça. Et puis, il reste 2 mois pour que... Donc, moi, je dois, comme je sais pourquoi il le fait, pourquoi je ne me mets pas dans sa peau et puis je me fâche. Moi, si on n'est pas bien avec moi ou qu'on me fatigue pour une chose, je déteste cette chose. C'est ça, vous les parents, vous ne comprenez pas. Tu sais qu'ils n'aiment pas. Au lieu, donc l'élément ici, c'est de parler avec lui. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Mon fils, tu vois que maman aujourd'hui elle travaille, c'est l'école. Et puis dans 2 mois, tu seras en vacances. Donc l'école là, il voit qu'il est compris. Et là, il accepte. Mais quand il n'est pas compris, dans l'absence d'amour pour l'école, il se dit, bon, parce que cet enfant, il n'a pas la conscience de « je vais à l'école pour mon avenir ». Non, il vit le présent. L'enfant, il est dans le présent. Donc, dans le présent, là, je n'aime pas l'école. Et comment tu me fais aimer l'école? Tu vois, toi, tu joues sur la conséquence. Il ne veut pas se réveiller. Au lieu de jouer sur la cause pour... Merci. Donc, on a déjà fini. Ils n'aiment pas l'école. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste. J'avais même envie de demander rapidement même, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un accompagnement émotionnel d'un professionnel dès le bas âge? On est sur la fin de... Oui, mais c'est important. Vous savez, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on est. Quand soi-même, on sent qu'émotionnellement, on est dur, on est triste, on est vraiment colérique, on ne peut pas éduquer l'enfant dans un environnement apaisant. Donc, je fais appel à un spécialiste pour me guérir moi-même, maman, papa, pour pouvoir
aider également cet enfant qui est dans la peur, parce que la forte émotion, c'est la peur. Quand l'enfant a peur, quand il vient à la maison, tout est mélangé. Donc, il est important de voir un spécialiste quand on n'a pas sa capacité de résilience. Mais je vais dire à la fin aux parents, voyez vous-même ce que vos enfants vous reprochent. C'est pour ça qu'il faut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu n'aimes pas à moi pour que je puisse changer. Et ça, c'est important. Tous les enfants ne peuvent pas dire, pas en même temps. Chacun va dire, maman, tu es colérique, maman, tu es tant. Donc, je dois comprendre que si les enfants sont dans cet environnement, il est nocif pour eux, puisqu'on copie le modèle. C'est des enfants qui vont crier, qui seront colériques, parce que c'est ce modèle-là qu'ils ont vécu. Mais d'autres peuvent faire le compte scénario. Un spécialiste est toujours bon pour aller voir ce qui s'est passé dans votre enfance, pour voir les blessures, les guérir et faire de vous une personne équilibrée. Merci, Madame Pouan, pour cet échange très, très, très riche. Franchement, on a appris beaucoup avec vous. Abigail, arrête de stresser Nathan. Voilà. Laisse-le en paix. Et tu sais ce qu'il a envie de faire. En plus, elle sait ce qu'il a envie de faire. Oui, mais son fils est un très bon dessinateur. Voilà. Mais voilà, quand l'enfant est dans des émotions, c'est pour ça qu'on a demandez-lui. Il y en a qui veulent dire, qui peuvent vous dire, je vais dessiner. Va dessiner ce que tu ressens actuellement. Va lire tel livre. Tu veux écouter quelle musique. C'est-à-dire, chercher à aider l'enfant à guérir, à faire baisser la tension. La joie, il n'y a pas de on doit guérir aussi. C'est ça que j'ai dit. C'est surtout ça. Mais donc, en gros, le travail, on a fini. Mais est-ce qu'on peut avoir recours à la spiritualité aussi? Non, il y a tout ce qui va vous permettre, même écouter des cantiques, écouter des choses, c'est apaisant. C'est parce que quand on va à l'église, là, est-ce qu'on est réellement converti? Parce que toi, tu vas à l'église et tu es colérique, alors qu'on dit, mais parce qu'on attend trop des autres. Alors qu'on dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Apprenez à vous aimer, vous serez mieux équilibré. L'amour des autres sera complémentaire de votre propre amour. Vous ne serez pas des affamés. Merci, Madame Pouan. C'est une très belle conclusion. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. On vous attend encore très bientôt pour d'autres thèmes. Merci les filles. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons refermer les portes du 3 sur 7, émission que j'ai pris plaisir à vous présenter. Restez connectés sur Mirac TV+, la télé qui transforme l'information continue. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci.